Aujourd'hui, je suis au circuit du Castellet pour essayer l'une des Alpine A110 les plus énervées de la planète. C'est un constructeur mythique pour ceux qui sont fans de préparation et particulièrement du Nürburgring qui s'est attaqué à cette voiture que j'adore, l'Alpine A110. Et aujourd'hui, je vais vous la présenter en détail avec Joshua, le pilote essayeur qui est à l'origine de ce projet. On va essayer la voiture sur la route parce que oui, c'est une voiture ultra modifiée mais homologuée route. Et ensuite, je vais l'emmener sur le circuit du Castellet où je me trouve sur un track day 111 Racing pour essayer la voiture et vous la présenter en détail et vous donner mon ressenti. Ça va être un format long, ça va être un format technique d'énormes geeks. Vous savez que j'aime ça. Bienvenue dans l'essai de l'Alpine A110 Schirmer GT. C'est parti, pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires votre avis une fois que vous aurez regardé la vidéo. Et surtout, on va répondre à la grande question. Qu'est-ce que ça vaut face à l'A110R Ultime ou face à une A110 modifiée? Josh, qui es-tu pour ceux qui ne t'ont pas déjà vu sur ma chaîne YouTube? Salut Erwan, Joshua Bednarski est pilote semi-professionnel en GT4 et puis cofondateur de Spirit of Racing. C'est ça, et un peu à l'origine de cet engin quand même. On se retrouve à nouveau autour d'un projet alpine. Ouais, c'est assez marrant, on s'était rencontrés. C'est bizarre quand même. Voilà. Ce qui change, c'est l'Allemagne et la France. Là, c'est un peu différent. Oui, c'est un peu plus chaud. Effectivement, la dernière fois, un peu plus sympa. La dernière fois que Joshua et moi étions ensemble, c'était aux côtés, sur le Nürburgring, ouais. dans une autre voiture, la MP Rezo. C'est ça. Et donc toi, tu as une voiture qui a été extrêmement aboutie et que j'ai adoré suivre comme projet. Toi, tu as continué ton projet avec une voiture différente, avec une équipe différente. Donc aujourd'hui, ouais, toi, tu es le fondateur de Spirit of Racing avec ton frère. C'est quoi Spirit of Racing? C'est une écurie de course? C'est ça. En fait, la vocation, on a toujours été animé par construire une Alpine capable de battre le subset au Nürburgring. C'est ça. Et finalement, on n'a pas pu en tout cas, voilà, on a fait un premier projet, on n'a pas pu atteindre cet objectif-là. Et puis, moi, j'ai été pilote de développement pour Team Schirmer il y a quelques années en avant, je le suis toujours. Et je me suis dit, tiens, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de créer l'Alpine la plus ultime possible, capable de faire le subset, mais homologué sur la route. Tu as deux constructeurs aujourd'hui au Nürb, tu as Monte Racing bien sûr, ouais. et Team Schirmer. Ouais. Ils sont tous les deux là depuis plus ou moins un peu plus de 20 ans. Schirmer, ça fait 30 ans. Mais il a officiellement été KBA Worldwide Manufacturer en fait, depuis un peu plus de 20 ans. Et très connu pour les BMW qui préparent, qui sont ultra affûtés avec la finition Schirmer, la fiabilité, etc. etc. Multiple vainqueur du VLN au Nürburgring et puis voilà des voitures absolument fantastiques qui moi m'ont toujours fait rêver. Ouais, une expérience de dingue et c'est vrai que quand on va au Nürb à chaque fois, quand on voit passer les M3 E92 Schirmer, en général quand tu les vois passer d'abord tu vois des grands flashs dans tes rétroviseurs, déjà ça commence par là, puis ensuite tu les vois passer très vite, généralement en train de 2 ou 3 voitures et après ils disparaissent. C'est exactement ça. C'est à peu près ça. Quand j'ai commencé le Nürburgring, ça m'avait toujours fasciné quand j'ai mis la première fois les roues dessus, j'ai toujours vu les E92, le E46, je me suis dit mais comment c'est possible d'avoir une écurie de course qui s'entraîne en TF, en track day et puis voilà, c'est de là qu'on a découvert le sorcier allemand. C'est exactement ça, c'est vraiment ce truc de sorcier, t'as un peu l'impression, t'as un peu cette image que les mecs sont dans des caves en train de préparer des voitures un peu comme ça et à la fin les produits finis sont incroyables. Et du coup toi t'es venu présenter, on va dire ce projet-là avec une Alpine. T'as dit bonjour Schirmer, est-ce qu'on peut faire une Alpine qui va très très vite quoi? C'est ça, déjà ça fait longtemps que je connais donc Tom Schirmer, le fondateur. Et en fait le plus dur avec lui c'est qu'il veuille bien travailler avec toi. Ça, c'est vraiment lui qui va sélectionner la voiture, le projet sur lequel il a envie de travailler. Et finalement, l'Alpine, on lui a laissé inspecter la voiture pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Il tournait autour. Alors lui, il est connu parce que notamment, il fume beaucoup, au-delà de son caractère. Et puis en fumant, il regardait toute la voiture. Ok, d'accord. Démonte-moi la roue. Il regardait un peu de partout. Il dit ok. Cette voiture-là, je sais faire une voiture qui va faire subset et ça m'intéresse. Donc en fait, il a vraiment analysé le châssis, sa conception, ses points forts, ses points faibles. Et ce qui est fou, c'est qu'en regardant la voiture, au bout d'1 heure, il avait déjà identifié tous les points faibles, ou moi particulièrement, parce que ça faisait 3 ans que je travaillais sur différents projets alpines, et je me suis dit, mais... La voiture que tu lui as amenée, c'était quoi? C'était une Alpine normale? C'était une Alpine déjà préparée? Une Alpine normale. Normale, vraiment. Alpine normale, A110, et il y avait juste une paire d'amortisseurs, ce qu'on voulait, c'était lui faire voir, entre guillemets, la cinématique des triangles du châssis, quand la voiture était notamment basse. Un des secrets des Alpines, il faut que ça roule plutôt bas
pour générer l'effet de sol, d'avoir du grip. Et en fait, elle avait uniquement une paire d'amortisseurs et il s'est dit ok, je sais, je vois ce qu'il faut faire et puis ça m'intéresse. Ok, donc ça, donc elle s'appelle la 110 GT, la 110 Schirmer GT. Schirmer GT. Schirmer GT, c'est ça. On va dire sa tradition, c'est l'appellation Schirmer GT, c'est une voiture qui est quasiment full option Schirmer et qui a le châssis qui est refrappé et la voiture qui est homologuée route. C'est-à-dire qu'une voiture qui est simplement préparée, on n'a pas le droit, Schirmer ne nous autorise pas de marquer Schirmer GT. Et d'ailleurs sur ce projet-là, Tom Schirmer, entre guillemets, c'est lui qui a manœuvré le projet et sur plein de choix techniques, on lui a dit tiens Tom, est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose? Lui nous a dit tu fais ça, j'enlève mon nom dessus. Donc c'est vraiment. Donc c'est à sa sauce ou rien quoi. Exactement. On a quand même le choix de certaines choses, mais il a aussi ses volontés de garder. Il y a son nom sur la carte grise, il y a son nom sur le numéro de châssis, donc il veut vraiment préserver son image, la fiabilité, puis tout ce qu'on aime en fait de Tim Schirmer. Parce que pour revenir sur effectivement le point qui est quasiment le plus important de cette voiture, on est quasiment sur une config de voiture de course. On va le voir en détail après, mais c'est une voiture, comme vous pouvez le voir, qui est homologué route. Et c'est ça qui est absolument dingue. Tu parlais de numéro de châssis frappé, on va le montrer à l'intérieur, mais c'est une voiture qui est ultra modifiée. Exactement. Mais qui est homologuée route. C'est ça la dinguerie en fait dans l'histoire. C'est ça qui est dingue. Là, elle est encore en W, mais on va recevoir la carte grise définitive. On a passé la réception à titre isolé, la Dreal, d'ailleurs comme sur la M2, qui était une des premières de France. C'est assez. Le processus d'homologation, on pourra revenir dessus, est vraiment particulier. Il faut que la voiture soit absolument neuve, 0 km, 0 immatriculation pour qu'on puisse refaire cette homologation-là. Et ce qui est dingue, en fait, c'est qu'on arrive à l'homologuer avec ce package-là et surtout l'arceau à l'intérieur. C'est ça. L'arceau complet. Ça, c'est complètement dingue. Bon, alors, du coup, A110 Schirmer GT, 20 exemplaires dans le monde pour l'instant. Exactement. L'Alpine va bientôt s'arrêter et on voulait du coup, pour être cohérent avec notre capacité de production, la nôtre mais aussi celle de Tim Schirmer, être en mesure en fait de dire ok, sur un laps de temps de plus ou moins 1 an et demi, de toute manière on pourra en faire pas plus de 20, on n'aura pas plus de temps, donc on l'a naturellement limité à 20 exemplaires. Il y a plein de choses qui sont intéressantes sur cette voiture. Alors, je vais poser une question immédiate déjà, c'est le prix de la voiture. C'est 180 000 ça, quelque chose comme ça? En fait, elle démarre à 130 000, homologuée. Hors taxe ou avec taxe? TTC. TTC, ok. TTC. Il y a un malus, alors ça dépend, ça va pas d'évoluer, mais entre 3 500 et 4 000 euros. C'est l'avantage. Plus ou moins, c'est une carte grise pure où il va changer la puissance, la vitesse maximale, le poids, tout un tas d'éléments sans toucher le CO2. Donc en fait, c'est la taxe d'une pure. Il n'y a que le nombre de chevaux fiscaux qui va changer sur la carte grise. Donc 130 000 hors option et entre 175 et 180 000 avec le full package. D'accord. Ça, c'est une voiture full package? Quasiment. Il y a encore 2-3 éléments sur lesquels on termine le développement. Donc qui ne sont pas encore installés dessus, mais on est là on est sur une spec aux alentours de 160 000 euros, allez, on va dire, à peu près. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, évidemment, une Alpine A110R, on va dire qu'elle est en moyenne, c'est 115 000 euros. On va faire une moyenne large, 110-115 000 euros. Une A110R, moi je trouve que c'est une super voiture, mais si on commence à avoir une utilisation de piste importante, elle a besoin de modifications. Et de toute manière, et si on veut aller dans quelque chose qui se rapproche de ça, ou même qui se rapproche, on peut toujours faire la comparaison d'une voiture MP Réseau par exemple, on va effectivement perdre la possibilité de rouler sur route pour arriver en tout cas à ce niveau de performance. C'est exactement ça. On a un truc de malade. Alors, on va faire une grande liste de pièces. De toute façon, vous allez travailler sur l'amortissement, les liaisons au sol, l'aéro et le moteur, grosso modo. C'est ça. Alors oui, c'est ça. En fait, sur toutes les thématiques d'un véhicule. Même si chaque détail est traité, mais c'est effectivement les 3 grandes thématiques. L'aéro, en fait, on a tout un package aéro qui est fait. Alors, la lame, qui est volontairement en fait, comme tradition Schirmer, ne fait pas tout à la largeur pour éviter que ça touche dans le carrousel. C'est pour ça que toutes ces lames en fait s'arrêtent à ce niveau-là. Je me suis posé la question en la voyant. Je me suis dit c'est marrant, je savais pas. Tu vois notamment ici, tu as toute une ouverture qui est faite au niveau du flux d'air et les radiateurs sont inversés. On a changé la position des radiateurs en fait. On va les voir dessous. Parce qu'on a en fait on a tout un flux d'air qui passe comme les voitures de course, qui passe à l'intérieur de la voiture et qui remonte. Ce qu'on appelle un système de venting, de hotte, qui remonte pour générer environ 120 kg d'appui sur le train avant à 200 km/h. Nous, on prend toujours les mesures à 200 km/h, c'est la vitesse moyenne du Nürburgring. Et c'est là, en fait, où on travaille, où on développe. C'est le terrain de jeu de Tim Schirmer et le nôtre en même temps. Ok. Donc, travail aéro. Évidemment, ici, l'air qui
ressort. Alors effectivement, on voit qu'il y a du travail, on voit qu'il y a des durites, on voit qu'il y a des choses un peu retravaillées là-dedans. On pourra peut-être ouvrir le capot tout à l'heure. Ouais. Et on a exactement, on a une ouverture des arches d'aile en fait pour. C'est une présentation aussi folle en termes de bruit c'est ambiance, c'est parfait. Oui, en fait, tu as des armes d'âge. Alors, celles-ci, on les a développées pour le coup en partenariat avec la société Evox. D'accord. C'est pas les définitives. Les définitives vont être retravaillées différemment, plutôt dans un concept de GT4 RS EcoSport. Okay, mais l'idée, c'est d'enlever toute la pression en fait générée dans les roues, tout simplement. À 200 km/h, pareil, c'est entre 15 et 20 kg. Alors, on cherche à mettre de l'appui. Donc forcément, on cherche à préserver l'appui qu'on va créer en fait avec tout le package. Donc toute force qui viendrait contraindre ça, justement, c'est la force bêtement perdue. Ouais, okay. Et en même temps, il y a un léger effet de traînée. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Ok, d'accord. Au niveau des jantes, ça c'est un aspect assez important. Enfin, des jantes, des pneus, c'est un aspect important de Team Schirmer, évidemment. On a fait créer en exclusivité avec Team Schirmer, mais pour Spirit of Racing, 100 jantes BBS qui sont produites, alors non pas dans les usines des BBS standards. Ouais. Là, c'est dans les usines en Allemagne compétition sur les lignes de production de Formule 1. En fait, BBS fait la Formule 1, GT3, GT4, enfin quasiment toutes les voitures de course qui existent. Et on a fait produire avec un volume d'air, une largeur spécifique, un déport selon le cahier des charges entre guillemets Team Schirmer. C'est vraiment des jantes sur mesure pour l'Alpine, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et ça fait partie du mythe. Oui, bah évidemment les Team Schirmer, on y reviendra, mais voilà, BBS, porte-carbone, arceau, c'est ce qui a fait le mythe vraiment Schirmer. Donc on a repris cette recette en fait. Et ça lui va bien, on montrera à l'intérieur juste après. Nankang CRS pour les pneus, donc qui sont des semi-slicks assez agressifs quand même, avec une utilisation vraiment orientée piste. Ouais. Ce qui est magique, bien sûr, chez Schirmer, c'est ce qu'il y a derrière la jante, ça va être les suspensions, alors bien sûr les freins. Les freins ont, alors qu'est-ce que vous avez comme frein? C'est du AP Racing? C'est du AP Racing, du Pro 5000R, alors une ref un peu spécifique. On est passé sur des plaquettes de 28 mm, donc hyper épaisses. En fait, c'est des freins d'endurance, hein, tout simplement. Ouais. Grosso modo, alors c'est pas une blague, tu peux rouler 2 ans sans changer tes plaquettes à hauteur de 10 track day à l'année. Ah ouais? 2 ans. C'est dingue. On a, il faudrait que tu arrives à... Et l'ambiance longtemps sur la pit lane. Mais c'est très bien, c'est très bien. Tu pourras filmer si tu arrives à voir l'épaisseur des plaquettes. Là, tu as déjà 5 journées track day et c'est inusable. Okay. Et ce qui est assez particulier, c'est que c'est du 6 pistons avant-arrière. Pour avoir un avant-arrière, d'accord. C'est pour avoir un mordant, une attaque de frein finalement moins violente qu'un 4 pistons, et plus de force après et de consistance sur toute la partie dégressive du freinage. D'accord. Et c'est ce que je recherchais, en tout cas moi aussi dans mon cahier des charges de pilote, de dire à Tom, il faut vraiment moi je veux créer un truc, une arme de guerre française qui soit pas une concurrente, mais dans l'idée de ce que moi je pilote, une GT4 RS EcoSport. Et à mon sens là c'est... Voilà, on a ce feeling, tu verras sur le circuit, c'est juste incroyable. Suspension maintenant, là c'est la partie importante. Pareil, Schirmer, il est connu de travailler avec Nitron, une marque anglaise, et on a là du R3 Schirmer. Donc tout le valving, tout l'hydraulique est refait selon les specs de Schirmer. Idem, tu verras tout de suite le toucher de route qui est typique d'une Schirmer, très smooth, très confort. Okay. Et on a une version pilotée par électronique qui est en train d'être développée. On est dans des phases de test. Okay. Donc l'objectif, c'est de dire quand on va freiner à basse ou à haute vitesse, en fait, on va pouvoir sous quelques millièmes de seconde compenser peut-être. Exactement. En fait, la voiture va automatiquement se reconfigurer. D'accord. Par exemple, si on roule très bas, au Nürburgring à full score, en fait, dans la grande compression. Et ben on va lui dire, quand tu vas détecter qu'on arrive entre 250 et 3G en compression, là tu durcis d'un coup, et puis dès qu'on passe la compression, hop, tu te remets en configuration normale. Ah ouais, en fait, on peut générer de la motricité, dès qu'on sent qu'il y a du sous ou du survirage, pareil, en fait, on va mettre des fenêtres d'entrée et des fenêtres de sortie pour dire à l'amortisseur, compense le sur ou compense le survirage en temps réel. Ah ouais, c'est dingue. Okay. Donc c'est pas une aide au pilotage. Les R8 auront raison de ce tournage. C'est ça. C'est comme en fait on arrive à voir l'efficacité d'un V5 ou d'un V6 Racing de chez KW où on a plein de réglages de partout. Là avec un 3 voies en fait on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Ok, d'accord. Et quelque chose qui a aussi été très important sur ces voitures, parce que Schirmer effectivement va souvent travailler sur la rigidité structurelle du châssis. Donc il y a des points qui ont été solidifiés sur la voiture, c'est ça. Châssis.
a le principal atout, c'est l'arceau-cage qui traverse l'habitacle et qui va à l'avant se fixer dans des points stratégiques et à l'arrière qui va se fixer à un endroit sur le châssis et pareil, c'est dingue. Moi j'ai déjà réussi par mon expérience, on avait cassé un châssis Alpine sur le Nürburgring et lui, en ayant juste vu la voiture en statique, il a dit ici c'est pas possible que en fait on puisse faire un track day, enfin une voiture de race sans que ça fissure à tel endroit là. Donc ça il l'a vu. Et tous les triangles, en fait la voiture est basse, pas parce qu'on vient quelque part en fait rabaisser la voiture avec les amortisseurs, elle est basse parce que lui il a fixé toute la cinématique, tous les triangles plus haut dans la caisse. Ouais, ça c'est un truc de dingue. Donc en fait quand ta voiture est en plein appui, et ben au lieu d'avoir des triangles qui sont finalement qui travaillent pas de façon droite et donc forcément mécaniquement tu as moins de grip, et ben lui en fait il fait en sorte d'avoir les triangles le plus droits possible pour transférer le plus de grip mécanique. Donc pour essayer de réexpliquer de manière plus vulgarisatrice, on va dire que normalement on va dire là tu as la voiture, tes triangles ils sont ici, donc quand tu vas être en plein appui, ton triangle il va être comme ça avec la croche du châssis ici, la roue entre guillemets pousse ton triangle à remonter. Exactement. Et lui il va remonter la croche du triangle pour que ça travaille le plus droit possible. Exactement. Donc ça c'est aux quatre coins. Exactement. Et c'est sur les BMW, c'est ce qui a fait sa réputation de venir à certains endroits, réusiner le châssis, etc. etc. Puis ça c'est une vraie marque de savoir-faire quand même, parce que c'est une manière de repenser la structure de la liaison au sol de la voiture. Donc c'est quand même, ça va loin, quoi. C'est ce que lui il appelle la kinématique. En fait la cinématique est revue. C'est ça. Donc en fait dans la façon où les triangles vont travailler, entre le triangle inférieur et supérieur, les angles de chasse, dont la voiture va s'affaisser, tu verras quand on met du frein sur une Alpine, souvent on tape tout de suite dans l'ABS. Là tu as des freins incroyables et tu sens jamais l'ABS. Ça c'est assez dingue. Donc les triangles avant-arrière, ça c'est beau ça. Et voilà, et on a longuement travaillé entre avoir un aileron qui soit intégré, qui suive la ligne de la voiture. On sait que l'aileron par exemple de GT4 est connu pour avoir beaucoup d'appui aéro, mais générer une traînée qui est juste incroyable, enfin freiner la voiture dans la ligne droite. Donc là on a tout un travail. Quand on roule sur le Nürburgring, tout simplement on vient mesurer le débattement des suspensions. C'est comme ça qu'on sait que en pleine ligne droite, on a tant d'appui aéro, parce que c'est un calcul logique entre la charge du ressort et de combien ça s'affaisse. Donc en fait on a vraiment calculé pour avoir juste ce qu'il faut en termes d'appui aéro, sans aller sur les contraintes de la GT4. L'idée c'est pas de faire le championnat GT4 avec. Là, tu veux préserver un peu de vitesse de ligne droite. Exactement. Quand même. C'est exactement ça. C'est pour ça, je vois que c'est réglable. On regarde sur 4 niveaux là. On a aussi bien le flasque qui est là entre guillemets pour travailler avec l'ensemble de l'aileron. Donc le but c'est toujours lui de l'avoir droit. Et on a effectivement un réglage qui permet, selon les circuits, notamment le Nürburgring ou un circuit comme ici, d'ajuster très légèrement l'aéro, la balance aéro de la voiture. Ça c'est un truc d'A110R. Non, c'est pas la 110R, pour l'instant c'est un proto, enfin c'est pas une pièce qui a été faite par Tim Schermer et Spirit. C'est un sujet sur lequel on travaille avec Schermer, parce qu'une des contraintes qu'on a, c'est qu'on doit pouvoir voir à travers, entre guillemets, on doit pouvoir utiliser le rétroviseur intérieur pour homologuer la voiture sur la route. Donc nous on s'était dit, tiens, pour faire simple, on va mettre celui de la 110R, impossible, on n'arrive pas à l'homologuer. Tu vois rien. Alors on peut homologuer avec un arceau complet, mais on n'arrive pas à l'homologuer avec celui de la 110R, c'est assez marrant. La France. On a des contraintes, on a parfois des avantages, mais pas mal de contraintes sur l'homologation et l'automobile. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même, quand j'ai vu la voiture comme ça, je me suis dit mais c'est pas possible, elle est élargie cette bagnole. C'est ça. Elle est plus large à l'arrière, non? À l'arrière, grosso modo, elle est quasiment 1,5 cm par côté. Donc on le voit, toutes les ailes entre guillemets, il y a tout un travail complet qui est fait sur l'ensemble des ailes. Et tout le train arrière est complètement élargi. Comme on l'a dit, en fait, l'arrière, tout a été ressoudé, repensé différemment par Schermer d'ailleurs. C'est un des aspects sur lequel il ne souhaite même pas qu'on communique, tellement il y a de confidentialité à travers ce qu'il sait faire. Mais effectivement, il a tout repensé. Puis tu vois même le carrossage, l'ajustement. Là, pour les amateurs de fitment au millimètre, là on est bien. Là on est pile dedans. Et pourtant, tu vois, quand on roule sur circuit, ça touche à aucun endroit. Tu verras quand on braque. Sur la route, ça ne touche à aucun endroit. Et le débattement de l'amortisseur
par rapport à un amortisseur d'origine est identique. C'est-à-dire qu'au Nürburgring, on a besoin d'avoir beaucoup de débattements parce que ça bombe de partout, il y a des vibreurs plus gros les uns que les autres. Et là, on a conservé exactement le même débattement, c'est ce qui est dingue. Incroyable. On n'est vraiment pas dans du tuning, on va dire. Niveau moteur, on a un peu plus de puissance, un peu plus de couple. Niveau moteur, alors là, on a un partenaire qui est pour moi idéal, notamment sur les Alpines et Experts. On travaille avec M Performance. M Performance, il a donné son cahier des charges. Nous, grosso modo, objectif 340 chevaux, fiable. Pour le Nürburgring. Alors, la puissance, c'est toujours un très long débat sur l'Alpine parce que sortir de la puissance, c'est facile. Le Nürburgring, c'est 20 km. Il y a une très grande ligne droite qui s'appelle Kesselchen en plein milieu. À cet endroit-là, la plupart des Alpines que j'ai pu essayer, le problème, c'est que l'huile chauffe et le calculateur est très correctif, pas permissif en tout cas. Et donc en fait, on a tout un travail sur la partie turbo. Il est réalisé entre guillemets. On est passé d'un SHRA sur roulement à palier pour pouvoir le renforcer. D'accord. Et alors comme tu le vois, on le devine ici, on a tout un système de refroidissement eau-huile qui est fait et y compris sur la boîte de vitesse. Non, il n'y a qu'un endroit. J'avais pas vu, il n'y a qu'un endroit. Ok, d'accord. Petite trappe ici. C'est assez marrant, on s'est inspiré. Je roule pas mal en compétition et puis bon, bien sûr Tom n'a pas besoin entre guillemets de notre expertise, mais on a échangé ensemble et toute la voiture plus ou moins est refroidie par eau. Donc en fait on s'est inspiré de ce qui est fait sur les M2G, les dernières BMW génération G, mais aussi les Porsche Cup. Donc du coup on a 340 chevaux, 430, 440 Nm à peu près. C'est ça. Tout le développement pareil, on a travaillé un peu sur bande puissance, mais en tout cas, alors ça c'est une philosophie assez personnelle et également avec Tim Schermer. On fait un premier jet, on dégrossit, on affine et les 5 derniers pourcents, on les fait que sur circuit. Tout à la data, tout à la télémétrie, en conditions réelles sur le Nürburgring. Je te propose de passer de ce côté-là de l'intérieur et moi je vais aller là. Bon, c'est là que les amateurs vont apprécier la magie là. Donc évidemment les portes en carbone là, pour ouvrir, ça pour tirer. Bon, la légèreté, vous êtes à travers la vidéo, vous la sentez pas, mais voilà, c'est déjà que de base une porte d'Alpine c'est pas très lourd. Non. Là ça pèse rien. Alors t'imagines, c'est quand même 14 kilos qui sont sauvés avec les 2 portes en carbone. C'est ça qui est complètement incroyable. L'intérieur est dingue, je trouve. Déjà, bon, ça, le tartan, choix incroyable, trop bien. Lorsqu'on rentre, on a la plaque ici, A110 Schermer GT by Spirit of Racing, 1/20. Donc celle-ci, c'est la première, c'est la voiture de développement, plus ou moins. Ça, c'est la voiture de Spirit qui appartient à Spirit et qu'on gardera. C'est notre bijou, notre bébé. Et c'est la première de développement sur laquelle on teste plein de choses. Et puis on en parlera après, qui a pas mal de projets pour le futur. Ok. Et donc, on va commencer par parler de l'arceau, évidemment, parce que quand on regarde, c'est quand même prenant dans la spectacle. On peut le voir là, derrière les sièges, des points d'ancrage partout. Évidemment, l'allègement au maximum, donc tout ce qui est insonorisation est parti. L'arceau qui passe devant, qui va traverser le tableau de bord ici, qui va parfaitement s'inscrire autour du tableau de bord et qui laisse, mine de rien, un accès vraiment facile dans la voiture. Toujours, toujours entre guillemets le côté Schermer. Schermer GT, c'est parce que c'est l'appellation un peu grand tourisme, aussi des fois voiture d'exception comme la Ford GT, je prends cet exemple-là. Et l'objectif, c'est qu'elle soit utilisable quelque part facilement sur route. En fait, on aille faire son track day par la route, on fait son track day, on profite de toute la rigidité d'un arceau, mais sans les contraintes. Après, l'arceau est développé pour pouvoir être homologué sur le RCN au Nürburgring, donc c'est une course, un championnat. C'est ce qu'on a prévu de faire entre guillemets avec cette voiture après le subset. Ok. Et donc ensuite, en dehors des aspects esthétiques et pratiques bien sûr, on voit les palettes rallongées ici. Ces sièges baquets qui sont des Recaro, si je dis pas de bêtises. Les podiums. Les podiums qui ont vraiment ce design extraordinaire. Le tartan là, c'est génial. Ici la A110 Schermer GT, bien sûr l'arceau. Et moi, un détail qui m'a marqué instantanément quand j'ai vu la voiture, j'ai dit la vache, la position de conduite elle est très très basse. Alors déjà, quand on regarde par terre, effectivement ici on a du carbone, on voit le châssis à nu ici. On voit le châssis à nu
qui est repeint dans le gris Schirmer. Exactement ça. Voilà, dans le mid Schirmer, il y a toujours à l'intérieur l'Alcantara, les surpiqûres et la couleur grise, entre guillemets, Schirmer Porsche Cup. Ouais. Une Porsche Cup, notamment une 911, toutes les voitures de course, la plupart, beaucoup sont grises. Et voilà, Schirmer, il a toujours voulu faire un côté gris avec le carbone, je trouve, qui se marie à merveille. Ok. Et là, sur ce qui est intéressant, donc on disait que je trouvais que ces baquets étaient très très bas, et je me suis assis dedans, la position de conduite est incroyable. On est au ras du sol, l'inclinaison est parfaite, quasiment ce feeling de baignoire un peu façon monoplace, un peu monoplace finalement. Et tu me disais que toutes ces équerres, tout ce système de fixation de la voiture, ça, à lui seul, c'était combien de temps de développement? On a passé 4 jours au global, entre guillemets, à faire tous les prototypages. Moi, je voulais vraiment avoir la position de conduite d'une voiture de course. Et là-dessus, j'ai cassé les pieds à tout le monde où ils ne comprenaient pas pourquoi chaque millimètre gagnait, rabaissait, réinclinait différemment pour avoir cet effet monoplace ou comme une GT4 avec Close Sport ou une Porsche Cup. Mais par contre, tu verras, ça te donne tout de suite un feeling, un ressenti châssis qui est très différent de la voiture de route. Ah ouais, puis c'est vraiment, je trouve ça magnifique là. Et puis surtout, alors un truc intéressant, mais ça je le redirai dans l'essai, mais le fait d'avoir une position de conduite très basse vient casser un peu cette inclinaison de colonne de direction de camionnette qu'on a un peu dans l'Alpine. Là, on se retrouve vraiment avec le volant vraiment face à soi au lieu d'un peu en dessous de soi. Exactement, puis quand on freine pied gauche, t'as presque pas besoin de mettre la ceinture, enfin le harnais, parce qu'il n'y a pas de ceinture. Tellement tu peux freiner pied gauche, entre guillemets, ton corps ne glisse pas. Ouais. Il est vraiment maintenu par l'inclinaison du siège. Et puis en plus, il est confortable et tout, donc c'est vraiment top. C'est exactement ça, et ça fait partie, voilà, c'est toute l'étude d'une voiture entre guillemets, de course, mais qui doit être hyper confort, utilisable au quotidien, ça passe avant tout par la position de conduite. C'est ce que je disais, versus un siège d'Alpine, c'est 2 secondes autour de gagner, parce que moi quand je conduis à la limite, quand on développe les voitures, on ressent tout et on arrive vraiment à jouer à des limites qu'on ne ressent pas sur le siège d'origine. Ouais, ok. Bon je dirais qu'il n'y a plus qu'à, mais regardez, j'adore vraiment cet intérieur, là, je trouve ça somptueux avec l'arceau. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'abord de prendre la voiture sur route, parce que avant tout, ça reste une voiture de route, c'est une voiture qui est homologuée. Donc moi j'ai besoin déjà de comprendre un peu comment est-ce que la voiture se comporte sur la route, quelles sont les sensations, les émotions qu'on a. Et ensuite évidemment, on est au Castellet. Donc on va pouvoir, il y a déjà un drapeau rouge. Mais quand il n'y aura plus le drapeau rouge, je vais pouvoir vous emmener aussi avec moi, partager un peu les sensations de cette voiture. Je ne vais certainement pas arriver au bout. En revanche, il y aura évidemment un ou deux tours embarqués comme tu sais faire. On va te faire un petit taxi lap un peu sympa. Voilà, un petit taxi lap un peu cool. Ça, c'est pour mon kiff, mais aussi pour votre kiff, parce que pour ceux qui ont déjà vu les on-board, les vidéos embarquées de Josh où j'étais en passager sur le NURB, je me souviens de ma tête sur la miniature. C'était un truc genre comme ça. C'était ma vraie tête. C'est assez impressionnant. Donc c'était une belle expérience. Ouais. Dans la vidéo, vous l'avez pas encore vu, mais moi j'ai déjà roulé un tout petit peu avec la voiture et les performances sont vraiment très très au-delà de ce que j'ai osé faire pour l'instant avec la voiture. Donc allez, petit tour sur route et puis ensuite retour sur piste. Ok, bon, me voilà dans l'Alpine Schirmer, sur route avec à mes côtés Maxence. Enchanté. Le frère qu'on a jeté dans la voiture contre son gré. Mais donc Maxence, t'es le frère de Joshua et tu es associé dans Spirit of Racing. Exactement, en fait. Voilà. Donc je suis là vraiment sur la partie pilotage, etc., qui est notre pilote de test de la voiture, vraiment. Qui a vraiment poussé à l'extrême la voiture, pointer du doigt les petites choses, améliorer façon exponentielle. Et voilà, moi je suis là derrière à vraiment gérer la société, tout l'aspect organisation, tout ça. Donc voilà, c'est tout ça c'est moi qui gère tout le schmilblick sur les track days, tout ça. C'est ça, il faut toujours un artiste et un mec qui cadre. Voilà, exactement. Bon alors, l'objectif de rouler cette voiture sur route, déjà c'est qu'on peut le faire de manière légale, donc c'est pour ça qu'on le fait. Mais surtout pour moi, c'est aussi vous partager un peu les émotions qu'on peut avoir à rouler une caisse qui a franchement les caractéristiques d'une voiture de course sur la route. Homologué pour la route. C'est ça qui est assez dingue. Alors déjà, il faut savoir que là je suis en 5e et pour pouvoir parler, je lève le pied parce que c'est très bruyant. Ça résonne un peu. C'est l'ambiance générale de la voiture. C'est la vraie ambiance course. Alors évidemment, en termes d'instrumentation, on retrouve l'Alpine. On a l'écran, c'est un écran Evox, c'est ça Non, c'est une tablette avec une télé, avec la télémétrie vraiment Evox qu'on a mis dans la voiture, donc qui est vraiment bien au point. On retrouve
des informations voilà, essentielles de la voiture qui sont bien faites avec plusieurs dispositifs, plusieurs menus, track, sport, etc. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça on vient y proposer en plus de la voiture, en plus de la belle finition de la voiture, etc. Tout ça, ça fait partie de l'ambiance quand même Charmer, d'avoir cette ambiance course, mais en même temps vraiment qualitatif dans l'aspect. C'est vraiment sympathique. On reparlera de la partie vraiment performance, évidemment sur piste, mais là déjà, les premières choses qui frappent, évidemment, une fois que vous avez traversé l'Arceau, qui est d'ailleurs très facile à enjamber, c'est la position de conduite qui est, comme on l'a décrit tout à l'heure avec Joshua, un peu allongée façon monoplace. C'est très confortable, très agréable. On est assis très très bas, et ça beaucoup plus bas que dans une Alpine, y compris plus bas que dans une A110R de loin. L'ambiance est extraordinaire, que ce soit la vue de l'Arceau sur les côtés, la vue de l'absence d'insonorisation sur le toit, les portes en carbone, les harnais évidemment. Ça, c'est quelque chose de complètement différent, et une fois que vous vous êtes adapté à la vue, c'est l'ambiance sonore qui marque. Il y a beaucoup de bruit mécanique, de bruit d'admission, de bruit de fonctionnement de la voiture. Les freins qui crissent, l'échappement qui résonne dans l'habitacle. Et ouais, c'est vraiment très 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 bruyant. C'est ambiance voiture de course quoi. La voiture est ferme, mais pas cassante du tout. C'est extrêmement incisif. C'est extra, c'est vif, c'est nerveux. J'évite instinctivement les petites aspérités qu'il y a sur la route, sur ces routes autour du Castellet. Il y a les racines qui traversent la route, donc ça fait plein de petites bosses, mais c'est pas cassant du tout. Non, ça amortit, ça fait un tapis volant un peu, c'est smooth. Ouais. Et on va pouvoir le tester encore plus sur piste, mais là, sans freiner. Oh là là, ah putain, ça me fait des frissons la manière dont ça... Il n'y a aucun poids, la manière dont quelques degrés d'angle de volant emmènent la voiture dans le virage sans aucune difficulté. La voiture est plantée au sol et semble vouloir en découdre. Je roule à 90 km/h, j'ai l'impression d'être à 5 km/h tellement les capacités de la voiture semblent dingues. Elle est tranquille, elle est vraiment tranquille. Ah bah là je suis en roulage tranquille, mais bon techniquement là je suis à 100 quoi. C'est très 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 viscéral. Mais vraiment cette sensation de légèreté qui caractérise une Alpine, c'est comme si elle était décuplée, c'est comme si la gestion du châssis, en tout cas là, pour le peu que je lui en demande, était tellement optimale que cette sensation de légèreté, on a l'impression qu'elle est décuplée parce que je demande en fait rien à la voiture. C'est assez particulier comme sensation, et je peux pas aller beaucoup plus vite parce que si je devais aller plus vite pour exploiter vraiment la voiture, ça serait absolument illégal. À la question, est-ce qu'on sent le couple supplémentaire? La réponse est oui, évidemment. Le bruit de charge du turbo. J'ai l'impression vraiment d'être dans une voiture de course, et c'est un terme qui est souvent un peu galvaudé, qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Mais là vraiment j'ai l'impression d'être dans une caisse de course. Surtout sur les changements d'appui. Oh là là. Ouais non là on n'est plus sur la même chose, là c'est plus la même ambiance, plus du tout. Ah, alors, en tant que passager, tu prends un pied, pas possible. Voilà, et la rigidité de la voiture, ça c'est dingue. Oh putain. Ouais, là faut vite qu'on retourne sur le circuit parce que les gars, putain, les mecs qui sont au milieu de la route. Bon là faut vite qu'on retourne sur circuit parce que je
je me retiens de lâcher les gaz, mais là, là t'as envie de la pousser très fort la voiture. Allez, retour sur piste. Ok, me voilà parti au volant de l'Alpine A110 Schirmer GT. Alors, faire une petite session de 5 tours sur le circuit Paul Ricard. J'ai déjà essayé la voiture, un petit peu. C'est une voiture qui est très intimidante. Intimidante parce que le niveau de grip est très éloigné de ce que je connais dans une Alpine. Donc c'est pas facile d'avoir confiance dans la voiture et de la laisser faire ce qu'elle sait faire. Donc voilà, je vais pas prendre de risques, faire de mon mieux et surtout essayer de vous transmettre au mieux les sensations, émotions que j'ai au volant de cette voiture. Allez, c'est parti. Faire un premier petit tour pour chauffer les pneus.
va me laisser passer cette voiture.
là, j'ai regardé la voiture devant moi et j'ai lâché les gaz. Bon allez. C'est le moment où il faut s'arrêter. Quelle bagnole de dingue, on dirait une voiture de course, c'est fou. Comment ça peut aller sur la route ce truc? Le grip latéral est incroyable. La limite est tellement prévenante. Les freins sont hallucinants. Le grip du train avant, le grip du train arrière sont absolument dingues. La stabilité de la voiture, que ce soit via le châssis, via le grip des pneus, via l'appui aéro, on peut pousser tellement fort. Ah, c'est vraiment une machine de guerre, franchement. Il y a un feeling de voiture de course mêlé à une légèreté absolument géniale. La voiture est vraiment télépathique, c'est hallucinant la confiance qu'elle donne et en même temps il faut sacrément se retrousser les manches pour aller chercher la limite. Je me retrouve toujours à freiner 30 ou 40 mètres trop tôt, mais l'objectif n'est pas de faire un chrono évidemment. Mais on peut pousser, c'est dingue. Et même, vous voyez, là j'ai fait une grossière erreur de pilotage. Je regardais la voiture devant moi et je sais pas, sa trajectoire m'a surpris, donc j'ai lâché les gaz. La voiture était prévenante quand elle est partie, c'était pas d'un coup, c'était... Ah, quelle machine, bon, il fait un peu chaud là-dedans. Quelle machine. C'est génial, génialissime. Ouais non, vraiment super session, j'ai pu pousser pas mal. Bon, je reste toujours 30 ou 40 mètres trop tôt avec les freins, ouais. mais ça je me fais surprendre à chaque fois. Mais ouais, après faut s'habituer à ça quoi. Bah, en fait, puis même il s'est passé là je suis rentré, j'ai fait un demi-tour de refroidissement là, ouais. Mais juste avant avant la ligne droite, avant la chicane, t'as le gauche qui est long en appui là, oui. Puis après le droit qui passe très vite pour arriver sur la ligne droite. Et dans le gauche, j'avais une A116 devant moi et en fait je l'ai regardé, j'ai légèrement lâché les gaz, donc la voiture est partie en travers. Ouais. La facilité avec laquelle elle décroche, la progressivité, c'est vraiment dingue et putain tu peux pousser fort quoi. Tu peux vraiment pousser super fort. Ouais, pour moi, ouais, c'est un projet de développement qui est vraiment abouti au niveau châssis, feeling. Ah ouais, vraiment. L'arceau, tu sens que ça tourne en une fois la voiture. Ah ouais, c'est incroyable. Tu corriges pas le volant. Moi, c'est ce qui m'a choqué par rapport à la Sanremo sur Paul Ricard, c'est vraiment le volant, tu corriges pas. Tu corriges pas du tout, là c'est vrai. Tu l'envoies et elle y va. Ouais. C'est très surprenant, puis effectivement déjà le grip mécanique et aéro de la voiture est dingue à haute vitesse et notamment au niveau de l'arrière. Tu vois typiquement sur le freinage dans la ligne droite pour la chicane là, ouais. T'écrases, tu rentres, l'arrière il bouge pas d'un pet, hop tu la renvoies de l'autre côté, tu réaccélères super tôt, pouf, la voiture elle sort. Ouais. Et puis, tu vois, et sans la tanker dans la ligne droite, bon après il y a quand même un peu plus de watts qu'une Alpine normale, mais mine de rien pour emmener l'aéro comme ça, c'est toujours compliqué l'Alpine, parce que quand t'as pas un gros moteur, que ça chauffe de base déjà, tu dis bon l'aéro c'est un sujet complexe à amener sur la complètement. voiture. Je voyais à un moment je suis sorti derrière une A110R en ligne droite et j'avais levé un peu le pied parce que j'arrivais dans son cul, mais même à la réaxelle, elle me lâchait pas d'un coude. Hier, je suis ressorti en même temps qu'une A110R, je l'ai dépassé sur la ligne droite. Alors pourtant on a beaucoup plus d'aéro et non, là en fait t'as les 20-30 chevaux de plus qui permettent d'emmener l'aéro et d'avoir des vitesses supérieures quoi. Mais là je suis content, j'ai bien pu pousser, c'était cool. En revanche c'est ce que j'ai dit à Maxence hier, les palettes d'en bas là, tu peux pas, quand tu les attrapes d'en bas elles passent pas les rapports. C'est nos protos, celles-ci on doit les changer parce qu'elles sont trop fines. Ouais, c'est un petit détail. C'est le seul truc que Sherman il dit mais je m'en tape de faire des palettes. Ouais bon on a bien compris Tom. Oui parce que là parfois t'as des moments t'es là tu sais puis tu passes ici puis il se passe rien, du coup tu vas le chercher puis même à un moment j'ai appuyé dessus, je sais pas comment j'ai fait mais bon bref. Mais non c'est bien, puis c'est vrai que la rigidité de la caisse c'est un truc de fou. Ouais. Dans les pif-paf, dans les changements d'appui, t'as pas du tout ce côté un peu t'as l'avant et l'arrière, là c'est une voiture. Ouais mais moi c'est ça qui m'a choqué sur ce circuit, j'ai été impressionné de ça. Ouais. Et la progressivité générale, la façon dont tu peux traverser les vibreurs. Ça c'est le Nurb et Shermer c'est top. Ouais, mais les vibreurs c'est fait pour monter sur des trucs comme ça. Ah bah là tu peux t'amuser. Même là dans l'épingle quand tu réaccélères, tu arrives à faire presque une ligne droite en prenant le vibreur et tu perds pas de motricité. Ouais. Et c'est vrai que t'arrives à
même si la voiture elle est quand même verrouillée, tu arrives à la faire pivoter quand même légèrement sur les freins pour la faire rentrer. Typiquement au bout, là, dans le freinage droit, là, avant le long droit là, qui emmène après sur le gauche sur la ligne droite. Là-dedans, tu rentres dedans, tu plantes, hop, c'est la voiture, elle pivote très légèrement, puis tu ressors tout droit du truc. On a gardé un léger tendance survireuse, pas trop, parce qu'après le nord, il faut que ça soit un peu tanké de partout. Mais dans l'idée, c'est pareil, les quelques virages lents, t'as presque pas besoin de tourner le volant. Mais sur les virages lents, c'est génial. Et sur les virages à haute vitesse, en fait, t'as le grip mécanique et l'appui aéro. Donc la caisse, elle est... Ouais, c'est ce qu'on a... Ouais, c'est marrant, j'ai la même analyse. J'ai roulé que 4 tours hier. Donc tu vois, je l'ai découvert ici, enfin sur le Paul Ricard. Ouais, bien sûr. Après, je l'ai développé ailleurs. Mais ouais, dans le lent, c'est très cool ce côté un peu, hop, place l'arrière un peu façon carte, mais derrière... tu peux remettre les gaz super tôt, t'as toujours ce... Alors il y a toujours ce truc de l'Alpine, c'est t'as le turbo qui charge fort à 3500, donc parfois faut pas hésiter à rétrograder, sinon tu te retrouves un peu dans le creux, et t'attends un peu, mais ouais non franchement c'est cool, et tu sens que tu peux vraiment aller gratter du dixième, enfin bon, des secondes dans mon cas, mais non c'est topissime, franchement c'est génial. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Puis tu fais peur aux Porsche. Moi, c'est ça, c'est. Tu fais flipper les Porsche, hein. Ah, mais dans la ligne droite, en plus, ils voient que. Putain, mais c'est pas possible, je lui mets pas 4 voitures comme d'habitude. Ah non. C'est là, ils se mettent 5 mètres, 6 mètres. Ah ouais, puis sur les freins, pareil, dans les rentrées de Signe, on rentre fort dans Signe quand même. Alors je prends toujours de la marge au freinage, etc. Mais même dans le latéral, il y a des moments où j'étais là, putain, ça tient. Ouais, puis après, le freinage pour plonger sur le droite, là, c'est le Bossé, je crois. Ouais. C'est pareil, là tu les as. Tu fais tu peux vraiment monter sur les virages, ça se déstabilise pas. Ouais. En fait, ce que tu perds, du coup, au lieu de perdre 2 voitures en ligne droite, t'en perds qu'une, et après au frein direct tu reviens. Ah ouais non, en termes de performance c'est surprenant, puis en termes de plaisir t'as une sensation de légèreté que t'as nulle part ailleurs quoi. Ouais bah ça c'est le point fort de l'Alpine. Bah bien sûr. C'est vraiment son point fort. Lorsque je suis venu essayer cette voiture, j'avais une question en tête. Est-ce que on a enfin trouvé l'Alpine A110 alors ultime. Ultime, c'est le mauvais nom parce que c'est aussi le mauvais nom de l'Alpine A110R Ultime qui est développé par Alpine, que je n'ai pas encore essayé, mais que j'espère pouvoir essayer pour vous donner mon avis. Mais pour moi, c'est un combat de cœur, cette question, de faire l'Alpine A110. Je réutilise le mot ultime parce que j'en trouve pas d'autre. En fait, j'aime tellement l'Alpine, je suis tellement fan de cette plateforme et j'aime tellement le développement, j'aime tellement ressentir les effets du développement châssis, moteur, etc. sur une voiture. Je suis tellement fan de ça et de ce que ça peut apporter en termes de performance, évidemment, mais aussi de sensations, d'émotions, que j'étais ultra excité quand on m'a dit que j'allais essayer cette voiture. Et c'est vrai que j'ai testé à peu près toutes les Alpines qui existent. J'ai essayé la normale, la GT, la R, la S Phase 1, la S Phase 2. J'ai essayé plusieurs voitures préparées par MP Rezo, notamment la MPR. J'ai fait beaucoup de tours en passager sur le Nürburgring avec Josh dans la MPR. Et en fait, je suis en totale indépendance là-dedans. Ce que je ressens avec la Schirmer, c'est qu'en fait, on est sur un produit qui est ultra abouti. Le produit est tel quel. Il n'y a plus de question de développement, il n'y a plus de question de est-ce qu'on peut encore pousser un petit truc. Tout est au maximum, je sais pas, mais en tout cas, tout est d'une homogénéité absolument fantastique. Et le produit fini que j'ai essayé aujourd'hui, à savoir l'Alpine A110 Schirmer GT, en fait, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est fan de la plateforme Alpine, qui fait régulièrement du track day, qui voulait une voiture road légale et qui en plus voulait aussi profiter de l'exclusivité du nom Schirmer, de manière 100% objective, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux en fait. Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Alors, évidemment, pour les habitués d'entre vous qui font du circuit régulièrement, on peut toujours se dire qu'acheter une voiture de course, finalement, ça revient à la même chose, mais là, en l'occurrence, vous ne pourrez pas la conduire sur la route. Je trouve que c'est une voiture qui est follement aboutie. Il n'y a plus du tout cette notion de voiture un peu encore en développement, un peu bricolée. Là, c'est une arme de guerre sortie de boîte, quoi. 180 000 € TTC, livré, malucé pour cette voiture, la voiture que j'ai essayée. Franchement, pour le niveau de perf, je vois pas trop ce qu'il y a en face. Niveau de perf, niveau d'exclusivité, finition de la voiture, package global, caractère limité de la voiture, face à une A110R Ultime qui peine à être complètement développée, qui est embêtée par la régulation et qui est également extrêmement chère.
il faut le dire, trop cher, même si j'imagine bien qu'Alpine voilà, pose un prix aussi élevé en équivalence au montant de recherche et développement qui ont été mis dans cette voiture. Moi, j'ai du mal avec la 110R Ultime. J'ai du mal avec le prix, en fait. Je peux pas accepter qu'une voiture comme ça vale 300 000 €. Alors que là, à partir de 130 000 €, selon la configuration, 180 000 pour une version vraiment radicalisée comme celle-ci, ben désolé, mais c'est assez imbattable, en fait. Et ça, je le dis complètement objectivement, c'est probablement l'une des voitures de route les plus abouties pour la piste que j'ai jamais essayé de ma vie. Et je pèse mes mots. Donc, je suis extrêmement content d'avoir pu essayer cette voiture, d'avoir pu la tester. Un immense merci à Josh et à Maxence, les fondateurs de Spirit of Racing, pour l'invitation au Castellet pour tester cette voiture. C'est un format long, mais moi, c'est les formats que j'aime le plus partager parce que c'est des formats où on va vraiment dans le détail, on va loin, loin, loin dans la technique. Et bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis un peu obsédé par ça. Donc, à mon modeste niveau et avec mes modestes vidéos, j'essaie de vous apprendre des trucs et de vous divertir avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine sur R1 TGD. Ciao!